Bienvenue pour un nouvel épisode Pixies, le podcast. Nous sommes le 2 juin 2023 à la journée agile à Charleroi. Puis on va parler de mon invité aujourd'hui qui est Charles-Louis Demare. Bonjour. Bonjour. La première question que j'ai pour toi, c'est d'abord de te présenter. Comment me présenter? En fait, je suis un Belge, je ne sais pas si c'est pure souche, mais je suis un francophone qui a grandi en Flandre. Dans le côté de la Flandre, pour ceux qui connaissent, on parle le West flamand, donc on dit Bruges, mais on ne prononce pas léger, on dit Brugge. Mais donc, depuis tout petit, en fait, j'ai eu un brassage de culture qui s'est passé à la maison. Et puis, après ma réto, j'ai fait une année supplémentaire en Bavière où là, j'ai appris l'allemand. Et donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment, au-delà de l'apprentissage de la langue, mais c'est comment parfois certaines choses, on a l'impression d'être les mêmes, mais en fait, il y a des petites différences qu'on ne peut pas noter comme ça. Et quand on arrive dans les entreprises, et donc là, je fais le gros raccourci, quand on arrive dans les entreprises, on se rend parfois compte aussi qu'il y a certaines habitudes qui sont dans telle et telle organisation, mais qui ne sont pas écrites noir sur blanc, mais que les gens font parce que c'est comme ça qu'on fait ici. Alors c'est marrant qu'on parle de langue, puisque le sujet de ton intervention, c'est la narration, mais pas la narration n'importe comment. Tu peux nous expliquer quel type de narration dont on parle? Oui, alors je sais que c'est toujours à la mode d'utiliser le terme anglais. Et ce que je constate, c'est que le storytelling, ou en tout cas la narration, elle est souvent focalisée sur la personne qui va parler. Les fameux speakers. Je suis speaker à telle conférence. Ce que je trouve d'ailleurs un terme assez rigolo parce que finalement, les gens qui parlent à une conférence, j'espère qu'il n'y a pas que les speakers qui parlent. Sinon, c'est triste. Sinon, c'est un peu triste. Mais bon, voilà, ça, c'est un aparté. C'est mieux un échange. Voilà, c'est mieux un échange. Et en fait, la narration collective, c'est vraiment ça. C'est comment co-construire une histoire en faisant contribuer tout le monde, en fait. Et dans les deux, il y a contribuer, co-construction. Et je préfère ces co-là à la collaboration qui a parfois un effet un peu... Collaboration, c'est toujours à un certain prix, tandis que la co-création, la co-construction, la coopération, Joli. on est tous au même niveau, en fait. On s'engage tous de la même façon. Comme quoi, les mots ont une importance. Et donc, quand on va commencer à faire de la narration collective ou du storytelling collectif, en fait, on va utiliser les contributions de chacun, par exemple, pour le démarrage d'un nouveau projet. Par exemple, pour l'intégration d'un nouveau membre dans une équipe. On utilise déjà un logiciel, on a déjà certaines pratiques depuis un certain temps. Bien, plutôt que d'envoyer ce nouveau venu ou cette nouvelle venue à lire des piles de documents pendant 3 mois, on pourrait l'inviter dans un atelier de narration collective et où en 1 heure, 2 heures, elle aura déjà fait le tour des principales choses à savoir. Non seulement tu t'intéresses à la narration, à l'étymologie des mots pour bien faire une belle narration, Oui. mais aussi dans le graphisme, parce que le graphisme, c'est un moyen narratif, c'est juste? J'adore la facilitation graphique et je l'enseigne. Donc, je suis formateur pour l'académie Bicablo. C'est quelque chose qui nous vient de Cologne, en Allemagne. Et Bicablo, beaucoup de gens ne savent pas le prononcer, ne savent pas comment le dire, mais en fait, il faut savoir que ça vient d'un mot allemand. Et en allemand, on peut coller des mots ensemble et ça fait un nouveau mot. Et en fait, quand ils ont démarré la facilitation graphique, l'idée, c'était de représenter ce qui se passait dans les organisations en faisant des dessins simples, histoire que tout le monde puisse contribuer. C'était ça l'intention. Puis, ils ont sorti un dictionnaire visuel avec un pavé, avec des pages cartonnées. Et sur chaque page, il y avait 4 ou 5 pictos. En allemand, pour les images, on dit Bilder. Le papier cartonné, on dit Karton. Cartonné. Et puis, comme c'était un pavé avec pas mal de pages, ils appellent ça bloc. Donc, Bilder, Karton, bloc. C'est un nouveau mot. Puis, ils se sont dit, ça marchera très bien en Autriche, en Allemagne et peut-être en Suisse alémanique. Et donc, ils ont dit Bicablo pour Bilder, Karton, bloc. Du scout à l'informaticien, à la narration, au graphisme. Pour moi, j'y vois une cohérence, j'y vois une logique. Mais comment t'en es arrivé à faire le métier que tu fais aujourd'hui? Je pourrais dire par hasard, mais je ne sais pas si c'est par hasard. Et si on se rappelle la conférence de Thomas ce matin, qui parlait des rêves et tout ça. Rêves, ouais. Alors, je ne pense pas que j'étais conscient que j'étais en train de travailler à mes rêves, mais l'idée, c'était que, effectivement, j'ai démarré dans l'informatique. Quoique à mes parents, j'ai dit à 15-16 ans que je voulais faire la psycho, mais ils m'ont dit, écoute, t'es bon en maths, t'aimes les ordinateurs. Va quand même, je crois qu'ils ne l'ont pas dit comme ça, mais va faire un vrai métier, va faire ingénieur civil ou un truc comme ça. Enfin, voilà. L'université étant ce qu'elle est, en fait, je me suis rendu compte que ça ne m'intéressait pas tellement. Puis après quelques années de tentatives et puis d'échecs, et puis voilà, j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque encore un graduat. C'est le début de la réussite. C'est ça qui m'a permis en fait de m'orienter vers une formation de type cours en informatique, donc 3 ans. Et puis j'ai démarré à écrire des scripts en Perl ou à m'occuper de migration de bases de données Oracle sur des systèmes Unix. À la Hulp chez Swift. Puis quelques années plus tard, je me suis occupé du développement des mêmes logiciels que je maintenais avant. Puis je me suis rendu compte en fait que tout ce qui est problème technique, en fait, c'est hyper simple à régler quand on connaît. Oui, et quand on communique. C'est là où je voulais en venir en effet, parce que communiquer c'est bien, mais comment? Oui, c'est ça. Et quand on met des humains ensemble, c'est là que ça devient intéressant parce qu'il n'y a pas un mode d'emploi, il n'y a pas un manuel de débugage pour que les gens travaillent bien ensemble.
Et c'est là que ça devient passionnant, en fait. Il faut les mots, la passion et l'attirance vers l'autre et la capacité d'écouter et de parler. Ouais. Et c'est les deux canaux de communication émetteur-récepteur qui doivent fonctionner ensemble. Oui, oui, oui. Et c'est ce qui m'a amené dans l'agilité. Ah voilà, tu réponds à ma question là. Pour les entreprises, c'est quoi l'opportunité finalement? Je prends l'exemple d'une nouvelle personne qui rejoint une équipe. L'équipe travaille depuis 10 ans sur un logiciel, donc ils connaissent l'environnement, ils connaissent tout ça. La narration collective, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va se mettre par petits groupes. Donc, on se met en binôme. Par exemple, chacun partage comment il ou elle contribue au succès du projet. Premier round. Deuxième round, on mélange les binômes. Et puis donc, même la nouvelle recrue se retrouve avec quelqu'un d'autre. Et puis là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne va pas répéter ce qu'elle a dit à l'autre personne, mais elle va le dire. J'étais avec quelqu'un qui m'a dit que la façon dont elle contribue au succès du projet, c'est ça. Troisième tour, j'étais avec quelqu'un qui m'a dit qu'elle avait rencontré quelqu'un qui m'a dit que la façon dont elle... Et du coup, c'est comme ça que même cette nouvelle recrue, en quelque temps, elle aura même transmis des compétences et des connaissances qu'elle n'a pas encore. Mais ça lui permettra beaucoup mieux et beaucoup plus vite d'être intégrée dans l'équipe. Donc, il y a un côté connaissance, mais d'autre côté, connexion. Ouais. Et je repasse de nouveau avec des mots qui commencent par co, mais... C'est inévitable. Hein. Voilà. En t'écoutant, je me dis, mais c'est aussi un excellent exercice et une très belle opportunité parce que souvent, ce qu'on reproche aux gens qui sont dans l'IT, la tête dans le guidon, en train de programmer, de faire du code, c'est qu'ils n'ont peut-être pas, par manque de cet exercice justement, une bonne capacité d'écoute et de compréhension correcte de ce que le business veut, de ce que l'utilisateur veut, le UX design, tu vois, l'expérience utilisateur. Mais et là, on a une opportunité d'échange. Et donc, tu vois, c'est ça que je trouve génial, c'est qu'une fois qu'on commence à voir la richesse, moi, je t'ai montré l'exemple du nouvel arrivant dans l'équipe, tu rebondis, tu donnes une autre opportunité d'utilisation. Et là, on ne parle que du monde de l'entreprise. Ah ouais, clairement. Alors, imagine maintenant 2 ou 3 sociétés qui vont collaborer sur un projet. Comment est-ce qu'on voit notre implication là-dedans? Clairement. On fait un atelier, ça permet très rapidement d'aller à l'essentiel. Après quelques tours, en fait, ce qui est hyper intéressant aussi, c'est parfois on récupère son histoire qui a été transmise par quelqu'un d'autre. Donc, tiens, ce que la personne me dit, c'est ce que j'ai dit. Tiens, comment est-ce que ça a changé ou pas? Et on va faire très vite un lien avec du sens et la culture d'entreprise. Parce que dans l'émetteur et le récepteur, il y a la culture du feedback. Oui. On doit donner du feedback. Oui. Parce que ce que tu me dis peut me convenir, mais aussi ne pas me convenir du tout. Oui. Et il va falloir que j'apprenne à le communiquer. Comment est-ce que je le gère? Là, on va toucher to the point, l'ADN de l'entreprise et la culture d'entreprise et les valeurs d'entreprise. Oui, je dirais peut-être même plus, pour ne pas citer les Dupont, mais en fait, la façon dont la narration va se passer, ça va être cohérent à la culture d'entreprise, mais à un certain moment, tu vas me rapporter une histoire que tu as entendue via. Tu vas me la rapporter, ça pourrait me convenir ou pas me convenir, mais en fait, c'est pas ton histoire. Du coup, il n'y a même pas de place pour « je suis pas d'accord avec ce que tu me dis » parce que « c'est pas moi ». Ouais. C'est un peu se décharger de la responsabilité de l'écoute. Oui et non, parce que l'écoute, elle est cruciale. Parce que je sais qu'après, je vais devoir le transmettre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après plusieurs tours, après plusieurs amalgames, en fait, on se rend compte qu'on construit une histoire collective. Et en fait, cette culture d'entreprise, elle est dans l'histoire qu'on va raconter. Mais il faut qu'elle soit cohérente en termes, encore une fois, des valeurs qui sont derrière et de la culture derrière. Parce que oui. Entre la valeur annoncée et la réalité, il y a un gap. Et c'est là que, quand je dis que la culture, elle se retrouvera dans l'histoire, la culture qu'on aura là dans l'histoire collective, c'est la réelle. Et ce sera le miroir. Ce sera tout à fait le miroir. C'est là qu'on pourra faire la comparaison entre les valeurs affichées et puis ce qu'on vit au quotidien. Alors, je te laisse continuer pour les opportunités. Tu en vois d'autres? Ah, mais il y en a énormément. Et ça pourrait même commencer avec un côté narration collective sur le tien, mais comment ça va aujourd'hui? Et puis, si tu sens que tout le monde est au bord du burn-out, après 3-4 rounds, tu l'as vite compris. Hein. Ouais, OK, clairement. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Après, on a aussi utilisé ça parce que maintenant, ça fait 2 ans environ que je travaille avec des ONG en distanciel en Asie du Sud-Est sur les techniques d'animation et de facilitation. Une des ONG avec lesquelles j'ai travaillé, c'est un groupe de féministes aux Philippines. En fait, c'est toutes des femmes pour qui le rôle de la femme dans la société doit être plus mis en avant. Il y a aussi la question du genre, la question de tout ce qui est l'éducation autour de tout ce qui est sexualité et tout ça, parce que le nombre de filles mères qu'il y a là-bas, c'est incroyable. Le sida et tout. Donc, on parle de sujets qui touchent l'humain et qui sont très tabous chez nous aussi. Mais là-bas, encore plus, surtout dans des sociétés très patriarcales où parfois dans les villages, le chef du village, il a tout à dire. Mais en utilisant ces techniques de narration collective, des personnes en binôme peuvent partager des choses assez profondes. Et puis, en fait, après 1 ou 2 tours, ça ne leur appartient plus. Et puis, l'histoire fait ses fruits. Oui,
Et je vois les étoiles dans les yeux quand je te dis ça. Tu es en plein dans mes passions personnelles aussi, donc on fera une discussion off pour pas lasser les auditeurs, mais je suis dans la passion, dans l'humanitaire, dans le don de soi, dans l'entraide. Enfin, je suis en plein dans ces valeurs, donc oui, ça me parle énormément. On va revenir à d'autres sujets. Avant de parler de l'initiation et des clés, c'est quoi les bonnes pratiques quand tu commences à installer cette narration collective? Comment est-ce qu'on la met en place? Comment est-ce qu'on pratiquement on fait, tu vois? Parce que J'adore. c'est interpellant. En fait, C'est quoi la bonne méthode? j'en parle pas, je fais. On me demande de venir pour un atelier pour travailler sur telle ou telle situation, Ouais. tel ou tel contexte, tel ou tel problème. Bah ok, génial, en ouverture de l'atelier, c'est une demi-journée ou c'est une journée l'atelier, j'en sais rien, c'est même 3 heures, ça peut être 2 heures. Ouais. Ben, je dis ok, plutôt que de faire un check-in où chacun nous donne son animal favori, Mais il n'y a pas de préliminaire parce que je te pousse un petit peu, c'est volontaire. Tu as des gens qui sont introvertis, tu as des gens extravertis. Ouais. L'humain, c'est complexe. oui, l'humain c'est complexe. Maintenant, le cadre dans lequel ça se passe, c'est toujours des binômes. Donc toi et moi, on est en binôme, on se connaît pas, on s'est jamais vu, on est peut-être très inconfortable, mais en même temps, il y a une consigne. Expliquez c'est quoi votre rôle dans l'équipe. La consigne est suffisamment claire ou vague pour qu'on puisse en faire ce qu'on veut. Puis comme on est en binôme, ça marche hyper bien en distanciel aussi. Soit on reste 5 minutes en silence, mais à un certain moment, même si on est tous les deux très introvertis et qu'on a une consigne, on va peut-être quand même devoir l'ouvrir un Ouvrir peu. la bouche. C'est ça. Donc voilà, on contourne cette problématique par ce fameux binôme. Ça, c'est important d'insister. Quelles sont les clés finalement qui favorisent ce démarrage de la narration collective? Ben, en fait, je dirais, c'est la confiance. En tout cas, les clés, c'est que le facilitateur ou la facilitatrice ait confiance. Ouais, donc la notion de confiance, on va encore une fois toucher aux valeurs de l'entreprise et l'ADN de l'entreprise. C'est vraiment primordial. Parce que les participants, quelque part, ils n'auront pas le choix. Enfin, je le dis en pleine bienveillance, parce qu'ils seront en binôme autour d'un thème, ils savent qu'ils vont devoir... Alors, je suis peut-être un peu contradictoire de dire ça maintenant, mais une autre clé, c'est que je ne révèle pas l'intention de départ au début. Donc, je dis, tiens, voilà, discutez juste avec votre voisin autour de ce sujet-là. Et donc, ça, c'est un truc que j'ai appris de Tyagi, Sivasailam Tyagarajan, pour le dire correctement, un expert en facilitation, c'est donner une instruction à la fois. Et donc, à la base, les gens, ils se doutent pas qu'ils vont devoir transmettre l'info. Ouais, pas Et mal. donc, pour le mettre en place, l'idée, c'est vraiment de le faire le plus simplement possible. N'en parlez pas. Tu as un exemple concret à donner aux auditeurs qui nous Oui. écoutent? J'ai un exemple que j'ai eu il y a quelques mois où une boîte m'avait demandé de faire tout un atelier d'une journée sur la stratégie et tout ça. Et puis, j'ai dit, ben voilà, je propose qu'on fasse un petit moment de connaissance plutôt que de faire un tour de table. On va discuter en binôme et puis parler un petit peu de, comme j'ai dit, votre contribution à l'équipe. Puis il y en a 3 qui ont dit, mais enfin, mais on se connaît déjà. Je dis, ouais, ok, mais c'est très bien, ça ira vite alors. Et du coup, on l'a fait, premier round. Puis deuxième round, on mélange, on transmet l'histoire. Et puis en fait, on a fait 3 tours et ils ont dit, mais c'était hyper puissant, j'ai appris des tas de trucs. Alors, moi, j'ai rien dit, hein. J'ai dit, ah ben voilà, très bien. Et puis voilà. Les principaux freins que tu rencontres, c'est quoi? Pour moi, c'est lié à ma posture en tant que facilitateur ou quand quelqu'un me contacte. Je dis, voilà, vous me demandez de venir pour intervenir sur un sujet. Mon expertise, ma valeur ajoutée, ma valeur apportée, c'est autour de la facilitation et de l'animation d'ateliers. Donc, et ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas vous dévoiler ce que j'ai prévu, je ne vais pas vous dévoiler l'agenda. Oui, dans les grandes lignes, mais je ne vais pas vous dire à telle heure on fait tel exercice, à telle heure on va faire tel exercice. Ça, c'est hyper important en tant que facilitateur d'être catégorique là-dessus parce que... Ils peuvent écouter ce message du DRH? Ça passe? À un certain moment, en fait, ce qu'il y a, c'est que... Alors, je ne sais pas comment répondre à cette question parce que les gens m'appellent souvent parce qu'ils ont entendu parler de moi. Ouais, donc il y a une prise de confiance directe qui facilite l'écoute de ce que tu es en train de dire. Oui. Dernièrement, d'ailleurs, j'avais un call avec des personnes qui voudraient retravailler avec moi. J'avais travaillé avec quelques mois avec eux, sauf que là, j'ai vu des personnes tout à fait différentes. Donc, il y avait une personne avec qui j'avais travaillé, toutes les autres, c'était différentes, et il y avait des personnes des RH. Et en fait, la personne pour qui j'avais travaillé à l'époque a préciser le contexte en disant ne vous attendez pas à ce que Charles-Louis vous fasse un cahier de charge complet avec tout ce qui va se passer du jour 1 au jour 10 parce que lui, il va adapter les ateliers, il va adapter le contenu face à nos besoins. Donc là, on passe plus dans le côté facilitation, la posture de la facilitatrice ou du facilitateur. Ça ouvre une vaste gamme du possible, c'est énorme. Parce que nous, on a nos compétences, on a la narration collective. Parce que finalement, quand on regarde, pour ceux qui connaissent les Liberating Structures, c'est le même principe aussi, on fait parler les gens entre eux. Et pour moi, c'est vraiment ça dont les entreprises ont besoin. On parle de silos, on veut briser les silos, faites parler les gens entre eux. On n'est plus que au niveau agile, on est au niveau stratégie, CEO, direction oui, d'entreprise. tout à fait. Là, on est bien plus haut. Et quand je fais des ateliers à ces niveaux-là, c'est au dans niveau stratégique, mais oui,
Mais en fait, ça va à tous les niveaux. Mais est-ce que justement, il ne faut pas commencer par la gouvernance avant en bas ou en bas avant en haut? Est-ce qu'il y a encore une hiérarchie ou est-ce qu'on commence par le haut? Ça dépend ce qu'on veut atteindre comme objectif. Et ça, c'est ma réponse. Alors, c'est pas une réponse de consultant. C'est si ton objectif, c'est de fluidifier la communication dans l'entreprise, eh bien, OK, d'abord, ça peut être intéressant d'aller voir où est-ce que ça coince et puis d'aller voir avec les personnes pour qui ça coince. Ou alors, ça pourrait être justement faire un atelier avec des personnes de différents niveaux de la hiérarchie, de les faire discuter sur comment eux vivent la communication entre eux, et puis de sortir avec une histoire collectivisée de ça aussi. Donc, quand je dis ça dépend, c'est pas un vrai ça dépend, parce qu'en fait, les activités que je choisis, donc on n'est plus nécessairement dans la narration collective, mais les activités que je choisis sont toujours au service de l'objectif et de l'intention de départ. Il faut garder le focus sur l'intention de départ, d'accord? C'est pas « Oh, tiens, allons faire un atelier de narration collective ». Si c'est juste pour le faire pour le fun, oui, ce sera fun. Il y a d'autres freins qui existent? Je dirais oui, il y a certainement plein d'autres freins. Maintenant, je ne les vois pas ou je ne les connais pas. Après, ce que je pourrais conseiller aux gens qui veulent se lancer là-dedans, alors il y a toujours me contacter. Mais l'autre truc, c'est explorer un peu ce qui se fait autour de l'impro et du théâtre d'impro. Mais là, on est plus dans les techniques de facilitation pour rebondir sur ce qui se passe. Je reprends un exemple. Tu m'avais demandé encore un autre exemple. Il y a quelques mois, une organisation m'avait appelé pour faire un atelier de planification trimestrielle. Ils voulaient faire leur planification. Je dis OK, voilà les personnes qu'il me faut dans la salle. Donc ces personnes étaient là dans la salle. Et puis au début, je les fais un peu parler. Qu'est-ce que vous attendez de cet atelier? En mode discussion, narration collective. Et puis après 3 rounds, et donc chaque round c'était 3 minutes. Donc en gros, après une dizaine de minutes, je dis OK, maintenant par rapport à tout ce que vous avez entendu, qu'est-ce qui est important de remettre au collectif ici? Qu'est-ce qui est important de dire pour tous vos collègues? Ils étaient une vingtaine. Et alors, j'entends il faut absolument planifier. Et puis, j'entends en fait, notre rôle n'est pas clair. Et j'entends pas mal de trucs, il faut clarifier. Puis alors là, on avait 3 heures d'atelier. Je dis, écoutez, on a déjà une quinzaine de minutes qui sont passées maintenant. On ne pourra pas faire les deux. Tout le monde était assis. Et puis, je dis, OK, comme je sais que le titre de l'atelier, c'était planification, moi, ce que je voulais, c'était faire émerger ce qui était vraiment important pour le groupe. Parce que s'ils sont pas prêts à planifier, ça sert à rien de planifier. Et donc, j'ai dit, toutes les personnes qui pensent qu'il faut clarifier, levez-vous au coup de sifflet. 3, 2, 1, coup de sifflet, hop. Sur les 20 personnes, 4 sont restées assises, dont le directeur de l'informatique. Le message est clair. Et là, voilà. Et donc, tu parlais tout à l'heure de « ouais, mais les gens introvertis, les gens machin ». En fait, ce qui se passe, c'est que là, quand tu entends que de toute façon, c'est ce qui se dit, tu te lèves en fait. Et en plus, tu as un moyen, sans communiquer, de communiquer. Ouais. Cette image du lever, c'est aussi une belle forme de narration. Ouais. Est-ce qu'il faut finalement une compétence spécifique pour être à même d'être un bon narrateur? Alors, un bon narrateur, en fait... On touche les compétences à un moment donné. Oui, et dans mon cas, quand j'anime ce genre d'atelier, je ne narre pas, je ne suis pas narrateur. C'est les intervenantes et intervenants qui narrent. L'atelier est tellement beau dans sa simplicité que je ne dois pas leur dire « Attention, écoutez bien ce que dit votre partenaire parce que vous allez devoir le répéter après. » À part une entreprise, une petite PME où la seule personne qui la dirige, il n'y a qu'un seul employé, c'est lui, c'est le patron tout seul. Je crois que toutes les entreprises rentrent dans le contexte de ton travail, non? Ben oui. Aucune entreprise n'échappe à aucun secteur. Non. On devrait le recommander à tout le monde. C'est ce qui m'a mis par hasard dans les ONG, c'est ce qui me fait travailler par hasard dans les hôpitaux alors que j'ai aucun historique. Les évolutions futures de ton travail, tu les vois comment par rapport à ce qui se passe? Mais par rapport à ce qui se passe, en fait, moi, je vois que j'interviens de plus en plus sporadiquement sur des ateliers spécifiques. Là où avant, j'étais assez souvent, soit en tant que coach agile dans des organisations. En fait, d'ailleurs, un des plus beaux cadeaux que la boîte pour qui j'avais travaillé en tant que consultant jusqu'en octobre 2020 m'a fait, en fait, ils m'ont dit « Charles-Louis, on adore ton travail et on va arrêter ton contrat. » J'ai fait « Ah, ah tiens, c'est rigolo ça. » Et en fait, ils m'ont dit « Mais on s'est rendu compte qu'on a formé pas mal de gens au Scrum et tout ça et machin. Mais quand on voit ce que toi tu fais et quand on voit ce que eux font, il nous manque cette compétence de facilitation. Est-ce que du coup, tu serais d'accord de nous former, enfin en tout cas de faire un mandat de formation pour nos Scrum Masters, Product machin, tout ça, pour qu'ils puissent justement acquérir à ces compétences. » Le message était clair, voilà. Du coup, maintenant, j'interviens beaucoup plus là-dessus et c'était magnifique quand ils sont venus parce que je leur ai dit, vous vous doutez bien que ce ne sera pas 2 jours de formation. Ils disent, non, on se doute bien et on est bien content que ce ne soit pas ça que tu nous proposes parce que du coup, on fait un parcours de formation sur plusieurs mois. Bah oui. Avec de la pratique, avec du retour sur comment ça s'est passé et tout ça. Et puis, ils m'ont pas demandé un cahier de charge précis. Ils m'ont dit, en fait, on va travailler sur une intention particulière. Et l'intention est, on voudrait que les participants à la sortie du parcours
soient capables de créer leurs propres ateliers. Super. Il y a un site internet où on peut trouver des infos à ton sujet? Oui, donc me contacter, c'est sur LinkedIn. Sinon, il y a un site internet où se retrouvent mes formations. Alors, c'est exploration-labs.com. Il n'y a pas grand-chose, ça ne parle pas de moi, mais c'est juste mes prochaines formations, entre autres en facilitation graphique et storytelling et tout J'ai ça. un truc génial à te proposer. Oh. On va être dans la narration, dans l'émetteur et dans le récepteur, et on va voir si les gens ont bien écouté cette interview, s'ils ont bien compris. On va faire l'exercice en pratique avec le podcast. Je t'explique. Dans le texte qui présente ton podcast, il y aura un lien vers un voicemail vocal. Et donc, les gens peuvent cliquer sur ce lien, parler, laisser un message vocal, réécouter la qualité avant de l'envoyer, qu'on soit quand même compréhensible, et faire envoyer, ils mettent leur email. Okay. Et donc, moi, j'ai l'email et le lien. S'ils disent dans le message vocal, je veux bien qu'on partage ça sur les réseaux, quand je mettrai le podcast en ligne, en commentaire, je mettrai le lien vers leur voicemail. Et tu entendras la personne te parler. Ah, génial. Tu peux répondre de la même manière ou leur envoyer un mail. Et si la personne me dit dans le message, je ne veux pas, bah évidemment, je t'enverrai en privé, par mail, le message et le lien, et tu pourras répondre en privé. Avec et plaisir. Donc, du coup, je propose une narration collective en dessous de ce podcast, en démo et en test. Je vous invite et je vous challenge à le faire. Passez au-dessus de vos peurs, montrez-nous qu'il y a moyen, soyez agile, osez. J'ai hâte de vous entendre. Charles, lui, n'attend qu'une chose, c'est vos messages. Mille merci pour ton temps et ta passion. Oui, merci à toi. Au revoir. Salut.